Fan de chenin? Fan de chenin. Fan de chenin. Les interviews des fans de chenin. Bonjour Patrick Baudouin, vous êtes vigneron à Chaux-de-Fonds-sur-Layon et également président de l'appellation Anjou Blanc. Vous êtes aussi et surtout un amoureux du chenin et nous sommes ici aujourd'hui sur votre domaine pour parler avec vous des origines et des caractéristiques de ce cépage. Le chenin est un cépage implanté depuis plusieurs siècles en Val-de-Loire. Pouvez-vous nous dire à quel moment il a été fait mention de ce cépage dans les écrits ? Quelle a été la première citation de ce cépage dans l'histoire ? Alors là, c'est pas très simple comme réponse parce que le mot chenin, d'après les historiens, qui sont quand même des gens très exigeants, ils ne sont pas certains que le mot chenin désignait le cépage qu'on appelle chenin à l'heure actuelle. Le mot chenin, en tant que terme, apparaît en 1534 dans Rabelais. Puis après, il apparaît dans les contes de Diane de Poitiers à Chenonceau. Mais l'histoire des cépages est très mystérieuse et très compliquée. On manque d'écrits, on manque de traces, et après on est obligé d'essayer de reconstituer ça comme un puzzle. Donc en fait, le terme le plus employé pendant longtemps, ça n'a pas été chenin, c'était pinot. Le problème, c'est que pinot désignait apparemment, alors ce travail-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un historien qui s'appelle Henri Galinier, qui est un historien ligérien d'ailleurs, qui habite près de Langeais, et qui a beaucoup travaillé sur notre histoire. Et il a communiqué ça au congrès du chenin au mois de juillet cette année. Ce qu'il nous a expliqué, c'est que pinot désignait en fait des cépages producteurs de vin fin. Il y avait plusieurs graphies, plusieurs orthographes, donc on pouvait avoir EAU ou OT. Et comme à partir du début du 19e siècle, il y a eu un gros travail qui a commencé, qu'on a appelé ampélographie, c'est-à-dire la science des cépages, il y a eu la volonté de classer, de donner des noms et d'homogénéiser le nom des cépages sur la France. Parce que on se rend compte qu'en fait, ce cépage-là, le chenin maintenant, avait une cinquantaine de noms sur toute la France. Il y a eu des débats très importants et vers 1870, un congrès de vignerons a décidé de donner le nom de chenin au cépage qu'on appelle aujourd'hui chenin et qui s'appelait avant Pinot de la Loire, ou comme on a pu aussi trouver dans les archives départementales, dans l'inventaire de 1804 du Maine-et-Loire, le Pinot blanc ou franc Pinot, qu'on nomme chenin aux environs de Saumur, est le seul bon cépage cultivé dans ce département. Il y fait la masse de nos vignobles. Donc, vous le disiez, le chenin possède plus de 50 synonymes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler quelques-uns et nous dire pourquoi on a préféré chenin dans la dénomination à Pinot de la Loire ou encore Pinot d'Anjou ? Apparemment, le mot chenin est un nom probablement originaire du Poitou, qui était quand même en usage dans ce qu'on appelle le domaine ligérien, au sens large, du Massif central à l'océan. L'origine du mot chenin, franchement, moi, je n'en sais rien, et je crois que personne n'en sait quoi que ce soit. Mais pourquoi est-ce que c'est ce mot chenin qui a été retenu pour désigner ce cépage, c'est donc cette volonté de classement et d'homogénéisation nationale? D'après l'historien Henri Galinier, chenin signifie littéralement de chien, ce qui peut renvoyer à une origine sauvage du cépage, mais qui peut être aussi en rapport avec la chaleur caniculaire ou un caractère épineux. Le terme botanique, c'est Rosa canina. Et donc, ce qui était décisif, c'est d'éviter la confusion avec Pinot, EAU ou NOT. Et ce qui fait d'ailleurs que ça a entraîné une petite confusion qui n'a pas duré longtemps sur un lien de parenté possible entre le Pinot d'Aunis et puis le chenin. Il n'y a aucun lien de parenté sur le plan génétique en fait. Donc en France, la dénomination officielle maintenant depuis 1870, c'est chenin. À l'étranger, c'est chenin blanc pour une simple raison, c'est qu'il y a 18 000 hectares de chenin en Afrique du Sud et il y en a à peu près 10 000 maintenant en France. Mais le chenin d'Afrique du Sud vient de la France. Aujourd'hui, on en sait un petit peu plus sur l'origine de ce cépage. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ses parents ? Oui, alors ça, c'est pareil. Pendant longtemps, on n'a pas su, on faisait que observer les feuilles, les bois, et on en faisait des déductions comme ça. Sauf que la génétique nous révèle que c'est beaucoup plus compliqué, et on a des surprises. Donc, finalement, Jean-Michel Boursicot, qui est le principal ampélographe, nous a fait le cadeau, il y a déjà quelques années, du premier parent du chenin, qui est le savagnin, cépage donc du Jura. Et puis, comme nous l'avons sollicité pour le congrès, il nous a fait aussi un deuxième cadeau, qui est que le deuxième parent, dont il nous disait qu'il n'arriverait jamais à le trouver, mais finalement il l'a fait, c'est la Sauvignonasse, qui est un cépage que beaucoup ignorent en fait, qui est beaucoup dans le Frioul en Italie, et il y en a aussi un petit peu dans le Jura. Donc voilà, c'est un mariage qui a eu lieu une fois entre ces deux cépages, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand, et à mon avis, on ne saura jamais.
On estime aujourd'hui qu'en France, un peu plus de 10 000 hectares de chenin sont plantés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales zones de répartition du chenin sur la France ? Sur la France, c'est à peu près clair que sur les 10 000 hectares, il y en a 9 500 qui sont sur la Touraine et l'Anjou. Alors, il y en a un petit peu dans l'Aveyron, il y en a un petit peu du côté de Bergerac, il y en a un petit peu à Cahors, il y en a dans quelques endroits. Mais effectivement, il a trouvé son biotope, son nid, dans la vallée de la Loire, entre Vouvray-Montlouis et Savenières, quoi. Vous voulez des barriques qui chantent un peu plus, c'est celles qui sont à gauche, Patrick. Ouais. Les autres, elles sont bien calmes. Bah oui, parce que... Elle est muette. Ça, c'est du 2018. Maintenant que nous savons d'où vient le chenin et où il est implanté, est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur le cycle de vie du chenin à la vigne ? Comment se comporte-t-il au cours d'un millésime et ce qui le différencie des autres cépages ? Alors, à mon avis, ce qui le différencie des autres cépages, c'est pas tant son cycle de vie, même si on sait qu'il a un débourrement tardif, un certain nombre de choses, mais c'est peut-être lié, mais ça c'est une hypothèse que je fais, justement au fait qu'il a trouvé son bonheur dans cette partie-là de la vallée de la Loire. C'est que c'est un des rares cépages au monde à pouvoir être le passeur des variations de millésimes et aussi des expressions de terroir. En particulier, par rapport au botrytis, qui est très présent dans cette partie-là de la vallée de la Loire, à des degrés divers, mais il est très présent. Il a cette capacité de transformer le botrytis, qui dans 90% des cas sur les cépages est une catastrophe et génère une pourriture ignoble. Il a la capacité de le transformer en or liquide, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle la pourriture noble. Et il a cette capacité aussi de faire des grands secs, des demi-secs, des moelleux et aussi des effervescents. On parlait de botrytis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment naît ce champignon, dans quelles conditions il se développe, et notamment ici en Val-de-Loire ? C'est un champignon qui peut faire des ravages sur d'autres cépages, sur les tomates, sur tout un tas de végétaux. Et si il se développe dans des conditions différentes, il donne cette possibilité du botrytis pourriture noble. C'est-à-dire qu'il colonise la pellicule, mais pour qu'il se transforme en un beau vin, il faut qu'il y ait une alternance à la fois d'humidité et de vent et de soleil. C'est-à-dire qu'il faut que les conditions soient remplies pour qu'il se dépose. Donc là, on a les brumes, souvent automnales, parce qu'on est sous influence atlantique, parce qu'on a la Loire, on a même ici le Layon. Donc on a des brumes, mais par contre, on a une pluviosité faible. Donc on a une humidité qui lui permet de s'installer. On a une pluviosité faible qui fait que ça ne tourne pas à la catastrophe. Et on a aussi cette alternance. On est sur des zones de coteaux ou des reliefs ou à proximité de vallées, ce qui fait qu'on a une circulation de vent qui est très importante et qui permet de pas le laisser se développer complètement dans l'humidité, de le sécher momentanément, plus des phases de soleil. Toutes ces alternances font que ça l'aiguille dans une direction de développement favorable à l'élaboration de grands vins. Le chenin est un cépage très prisé pour son côté minéral qui reflète le terroir. Pourquoi cette minéralité s'exprime-t-elle si différemment d'un chenin à l'autre ? Il y a des cépages qui ont une expression variétale très prégnante, très forte. C'est-à-dire qu'ils pour parler simplement, ils se mettent en avant, quoi. Ils parlent plus d'eux que de là où ils sont. Un des atouts, mais aussi un des handicaps du chenin, si on se situe dans une perspective de commercialisation massive, en fait, c'est qu'il n'est pas très aromatique. Il y a eu une tendance qui est en train d'évoluer, mais à privilégier l'aromatique sur les structures en bouche. Or, le chenin, de par son histoire, sa génétique, sa nature, va davantage exprimer les structures et aussi une capacité de vieillissement. Donc c'est un vin qu'il faut attendre, souvent, surtout pour les liquoreux, mais même pour les secs. Et c'est un vin qui va vous parler, avec le temps, de là où il est né, des différences non seulement de roches, entre par exemple la zone qu'on appelle Anjou Noir, l'ouest de l'Anjou, qui est sur le massif armoricain, donc c'est des schistes, des grès, des roches volcaniques, de l'ardoise, c'est très pierreux. Et puis l'Anjou blanc, centré sur Saumur, sur le tuffeau, sur le calcaire, il se trouve dans des conditions minéralogiques différentes, il s'exprime différemment, plus de tension parfois,
parfois sur Saumur, et puis une tension qui est enveloppée sur des schistes très souvent. Mais c'est une expression qui au départ est très timide au niveau de l'odorat, des arômes, et qui par contre qui s'exprime assez rapidement en structure, en bouche. Donc c'est ce qu'on appelle minéralité. En fait, personne dans le monde du vin ne sait ce que c'est que la minéralité sur un plan scientifique, quoi. C'est ce qu'on ressent et c'est le mot qu'on utilise pour exprimer ça. Que c'est plus une expression de structure en bouche qu'une expression aromatique. Mais l'expression aromatique vient avec le temps aussi. Bien que la perception des goûts diffère d'un palais à l'autre, le chenin possède quand même des grandes caractéristiques organoleptiques. Est-ce que vous pourriez nous donner les grandes lignes de ces caractéristiques pour les chenins secs et les chenins moelleux ? Alors pour les chenins secs, c'est ce qu'on vient de dire un petit peu, c'est plutôt la minéralité qui s'exprime, mais c'est vrai qu'avec le temps, on peut aller sur des arômes de tilleul ou de coing qui sont discrets, qui sont dans la finesse, quoi. Sur les liquoreux, c'est ça, mais en concentré, ce qui est le propre des liquoreux. Et alors là, on va rentrer dans une complexité énorme, et avec le temps, plus on va dans la complexité. C'est vrai qu'on peut aller jusqu'à des arômes torréfiés, café, praliné, mais aussi le coing, aussi ce qui fait d'ailleurs que ces vins liquoreux en particulier vont très bien, surtout au niveau accord mets et vin, sur tout ce qui est sucré-salé, mais aussi tout ce qui est épices douces ou agrumes. Alors dans son rapport au temps, les vins de Chenin, là il y a aussi une plasticité assez intéressante parce que c'est vrai que on peut faire des vins de jeunesse qui sont sur la fraîcheur et qui peuvent être bu dans l'année, et on peut aussi, ça dépend aussi des terroirs, ça dépend des conditions de vendange et de vinification, c'est aussi des choix possibles, aller sur des vins qui sont plus des vins de garde, aussi bien en blanc sec qu'en liquoreux, qui ont une grande capacité de garde et qui vont prendre leur temps. Donc ça, faut les mettre dans des caves tranquilles et puis déboucher une bouteille de temps en temps pour voir comment ça évolue et profiter de toute cette palette, de ce kaléidoscope qui se développe dans le temps, et qui permet à la fois de garder le fil du chenin et à la fois de découvrir au fur et à mesure ces différentes expressions et ces différentes capacités de se marier à différents plats. Nous avons parlé histoire du chenin, nous avons parlé de ses grandes caractéristiques actuelles. Parlons maintenant avenir. Quels vont être les atouts du chenin face au changement climatique ? Alors la profession est très préoccupée. Tout le monde se pose la question de l'évolution de l'encépagement par rapport à ce changement climatique. C'est une question qui est très compliquée. On sait très bien que les encépagements ne sont pas éternels, que les cépages, les hommes ont toujours trimballé des petits bouts de bois d'un bout de l'Europe à l'autre et après ailleurs, et que donc c'est pas non plus fixe, même si on sait que le chenin est là depuis plusieurs siècles sans doute. Il faut absolument se poser la question de l'avenir de notre métier, du vin dans notre région, et ne pas être fermé à toutes les interrogations. Il y a plusieurs pistes d'envisager. En ce qui concerne le chenin, ce qu'on constate quand même, aussi bien par sa vie en Afrique du Sud que par rapport là à ce qui fait l'épisode de sécheresse de cette année, il a quand même une grande résilience, une grande capacité de tenir, de répondre et de continuer à produire dans des conditions difficiles. C'est-à-dire que là on a eu le gel, c'est le gel, ça touche tous les cépages plus ou moins, mais c'est pas la même chose. En tout cas, en ce qui concerne la sécheresse, les variations atmosphériques, climatiques, on a constaté cette année que le cépage tenait bien le coup et continuait à faire des beaux raisins et à avoir du volume plus ou moins important. On va pas non plus dire n'importe quoi, mais par rapport à d'autres cépages, il a une certaine capacité de résilience. Donc il faut observer ça, il faut réfléchir à son implantation, à la façon de le travailler, à la façon de le cultiver, à la façon de tailler. Il y a des tas de pistes à réfléchir. Donc il va sans doute falloir bouger, et en même temps, il y a sans doute un potentiel de résistance dans notre belle vallée de la Loire. Merci Patrick Baudouin d'avoir fait la lumière sur l'origine du chenin, ses grandes caractéristiques et son avenir.